Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les troisièmes jeudis du mois, de 14h à 15h, sur le 98.4 FM et sur re2m.org. Voilà, mon mari a la maladie de Parkinson depuis 15 ans. La petite musique du cerveau. Bonjour et bienvenue dans votre émission Espoir sans tremblement. Vous êtes bien sur Radio Entre-deux-Mers, 98.4 FM. Comme chaque mois, nous vous donnons la parole à celles et ceux qui vivent avec la maladie de Parkinson. Nous abordons le quotidien, les défis, mais aussi les avancées, les solutions et les espoirs qui accompagnent cette maladie. Témoignages, expertise, conseils pratiques, un rendez-vous humain, informatif et tourné vers l'avenir. Restez avec nous pour partager cette émission et pleine d'avenir et de compréhension et d'espoir. Et aujourd'hui, nous avons un gros dossier sur la déglutition et pour en parler, j'ai Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour Francis, effectivement, bonjour à vous toutes et à vous tous qui nous écoutez. Nous voudrions saluer Olivier qui n'est pas très bien aujourd'hui, qui a dû décliner sa présence dans l'émission. Nous l'embrassons très fort et nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Tout à fait. La déglutition, oui, c'est un sujet qui n'est pas très agréable à évoquer sur une antenne de radio, mais il faut quand même bien comprendre que la déglutition, c'est un problème fondamental chez certains patients de la maladie de Parkinson. Donc tout d'abord, la maladie de Parkinson n'existe pas, ce sont les maladies de Parkinson, puisque tout le monde ne développe pas les mêmes symptômes et les mêmes conséquences. Donc la déglutition ne touche pas l'intégralité des Parkinsoniens, mais un pourcentage qui fait que ces gens-là ont des difficultés à avaler, à mastiquer, à manger, et font souvent ce que l'on appelle en termes médicaux des fausses routes, Francis. Alors, j'ai une question Gérard. Oui. Est-ce qu'on peut vivre avec la maladie de Parkinson ? Je le pense, je le crois. Ça fait 10 ans que je suis parkinsonien. Ça fait 10 ans que je vis avec. Cette maladie n'est pas mortelle, mais il faut être prudent, il faut être vigilant, il faut garder les pieds sur terre et il faut surtout ne pas s'avachir dans un fauteuil et regarder la télé toute la journée. Il faut rester actif. Et ça, c'est les bases pour contrecarrer les effets secondaires de cette maladie. Alors, le sport, la nourriture. Sport, effectivement, bougez, faites le sport qui vous plaira. Alors c'est vrai qu'il y a des sports qui sont conseillés pour les maladies de Parkinson, notamment le ping-pong. Et oui, parce que ça permet de réagir rapidement. Donc ça met en éveil et ça met le cerveau en production de dopamine. Et c'est justement cette fameuse dopamine qui manque à tous les Parkinsoniens et toutes les Parkinsoniennes. Sport, on peut parler de sport avec le tango. C'est de la danse, mais ça peut être de la danse sportive. On peut parler de tout ce qui est sport individuel, que ce soit la marche, que ce soit la course, que ce soit la bicyclette. Bref, tous les sports sont bons pour ceux qui sont atteints de cette maladie de Parkinson à partir du moment où ces sports vous font bouger, vous font activer vos jambes, vos bras, vos muscles, pour qu'il n'y ait pas cette raideur qui a tendance à générer chez les Parkinsoniens une envie de ne pas se mettre debout et de rester assis. Ça serait surtout aller dans le sens de la maladie. Alors Gérard, est-ce que tu peux nous donner quelques symptômes de la maladie de Parkinson ? Alors, les symptômes sont différents d'un patient à l'autre, mais sachez qu'il y a des symptômes qui sont communs. Tout d'abord, le tremblement d'une main ou d'un bras, côté gauche, côté droit ou les deux côtés. Ensuite, la perte de l'écriture, ça c'est significatif, c'est-à-dire que vous commencez à écrire, ça se fait normalement et petit à petit ça devient des pattes de mouche. Ça c'est important, dès que vous sentez ce symptôme arriver, soyez vigilants, il vaut mieux aller consulter votre médecin qui fera quelques tests pour vérifier si vous êtes éligible ou pas. Ensuite, la constipation joue un rôle, je dirais, important également. Au début de la maladie, ça évolue par la suite. Le trouble du langage également aussi et de l'ouïe, perte de l'odorat, perte du goût. Donc tous ces symptômes ne viennent pas en même temps et tous ces symptômes ne touchent pas toutes les personnes.
Moi, lorsque j'ai été diagnostiqué, je suis allé voir un neurologue. Je lui ai dit, écoutez, je suppose que j'ai la maladie de Parkinson parce que j'étais allé pianoter sur Internet, chose qu'il faut pas faire, c'est pas bien parce que on n'est pas médecin, je ne suis pas médecin. Je suis seulement un patient, moi aussi, atteint de cette pathologie et j'aime transmettre, j'aime être utile aux autres qui, comme moi, n'ont peut-être pas la possibilité de fréquenter des professeurs en neurologie comme je le fais couramment, régulièrement. Donc, ils sont devenus des amis et je suis de très près l'évolution de ma maladie. Donc, les symptômes, vous les avez compris, ils peuvent être divers et variés et touchent n'importe quelle partie du corps. Mais perte de l'odorat, perte de la saveur, enfin du goût, la main qui tremble, un bras qui tremble, une jambe ou un bras ou les deux à la fois. Soyez vigilants, allez consulter, expliquez vos symptômes et puis un petit examen totalement anodin, en quelques secondes, le médecin peut savoir si vous êtes atteint d'une pathologie parkinsonienne. Sachez que cette maladie a été découverte en Angleterre dans les années 1800, première moitié du 19e siècle par James Parkinson, éminent spécialiste et républicain dans sa tête en Angleterre. Il voulait construire un monde basé sur la Révolution française de 1789. Donc il était contre la royauté. Il était perturbé déjà dès le départ. Les troubles du sommeil, Gérard, est-ce que c'est propice à toutes les maladies de Parkinson? Non. Moi, je n'en ai pas eu pendant 7 ou 8 ans. J'en ai un petit peu, mais c'est bénin. C'est pas significatif d'un trouble. C'est significatif d'un élément passager, mais qui pour le moment ne fait pas partie de mes préoccupations. D'accord. Et est-ce que la maladie de Parkinson provoque des douleurs? Alors oui, parce qu'il y a des raideurs qui vont s'effectuer. Le manque de dopamine fait que c'est très compliqué et je ne peux pas l'expliquer parce que je ne suis pas médecin. Mais oui, il peut y avoir des douleurs dans les jambes, dans les bras, dans le torse. Il peut y avoir de la tête aux pieds des douleurs qui sont insupportables pour certaines personnes et qui les empêchent de marcher normalement, qui les empêchent de vivre normalement. Donc il faut être très prudent. Effectivement, il peut y avoir au fil du temps des symptômes qui se... Vous savez, les symptômes des maladies de Parkinson, c'est le loto. Il y a une 50aine de possibilités. On tire des numéros et vous pouvez en tirer une 20aine. Maintenant, dans quel ordre? On ne le sait pas. Votre neurologue ou votre médecin généraliste sera totalement incapable de vous dire ce que vous allez développer demain ou après-demain. C'est ça qui est chiant avec cette maladie, c'est qu'on ne peut pas prévoir. Bon, écoute Gérard, je te propose qu'on marque une petite pause musicale. Et après, on ouvre le gros dossier de la déglutition avec Marie-Justine. Tout à fait. Alors, on va entendre une chanson sélectionnée par notre ami Francis. Et c'est parti pour de la musique, parce qu'avec Parkinson, on peut danser aussi. Allez, c'est parti! Pour avec Gérard, Espoir Saint-Tremblement, votre émission sur la maladie de Parkinson. Je précise, et je continue de le dire, je ne suis pas médecin, je ne répondrai à aucune question touchant... Ni sur la torture? Comment? Ni sous la torture? Même sous la torture. Nous recevons dans cette émission des professeurs, des médecins, des neurologues spécialisés. Eux, ils sont capables de vous donner des informations précises. Et qui sont parrains de l'émission. Absolument. Le professeur Tison et le professeur Messner sont les deux parrains de cette émission, deux éminents neurologues de Bordeaux. Et si on retrouvait une éminente orthophoniste maintenant? Oui, bien sûr. Alors, la déglutition est une question compliquée, parce que ça n'est pas si simple que l'on peut savoir, que l'on peut imaginer. Donc, on va d'abord écouter cet orthophoniste, je bégaye. Et puis, nous allons écouter ce qu'elle nous raconte et on interviendra sur les propos et sur ses conseils. Allez, on écoute l'orthophoniste. Et attention, on précise qu'elle est interviewée par Emmanuel Godmet. Président de Parkinson Vivre et Travailler, une association que vous pouvez retrouver sur le net. Et si vous voulez, je vous donnerai un numéro de téléphone tout à l'heure si vous voulez nous contacter. Parkinson Vivre et Travailler. Marie-Justine, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons l'orthophonie pour la 4e fois. C'est probablement la dernière séance que nous avons ensemble.
Je reprends très rapidement le générique de ce que nous avons vu ensemble. Nous avons vu la généralité que vous nous avez expliquée. Ensuite, nous avons fait un zoom sur la voie articulation-respiration. Ensuite, la méthode de l'SVT américaine. Ensuite, vous nous avez expliqué comment fonctionnaient les mains et l'écriture. Et on a fait un petit tour du côté du cognitif et de la concentration. Aujourd'hui, nous avons 2 thèmes à évoquer ensemble. Les fausses routes, déglutition, hyper et hyposalivation. Et en dernier, le visage, le sourire. Voilà. Donc nous allons évoquer, ou plutôt vous allez nous développer des idées qui consistent à essayer d'éviter les fausses routes, à avoir une bonne déglutition et à traiter le problème d'hyper et d'hyposalivation. Je vous passe la parole. Oui, tout à fait. Merci en tout cas pour votre accueil et merci de l'accueil que vous réservez à l'orthophonie. C'est très très chouette pour moi de parler de mon métier. Donc effectivement, aujourd'hui, nous allons parler de la déglutition et de ce que l'on appelle la dysphagie parkinsonienne. La dysphagie, dys, c'est pour dysfonctionnement, toujours, et phagie, le fait d'avaler. Les soucis de dysphagie, ce sont donc les soucis de déglutition, les soucis pour avaler que l'on peut rencontrer au cours de la pathologie. Alors les études montrent quand même que dans la population parkinsonienne, on a entre 50% et 100% de personnes qui ont des difficultés de déglutition à un moment dans leur parcours de vie. Ça dépend des études et c'est surtout qu'en fait, on ne questionne pas toujours. On questionne souvent le physique, on questionne la voix, mais on peut oublier de questionner la déglutition, d'où le fait que ces études, ça va de 50% à 100%. Si on demande, effectivement, tout le monde a toujours des difficultés pour déglutir à un moment donné. D'abord, j'aimerais qu'on parle de qu'est-ce que c'est que déglutir. Déglutir, souvent on pense que c'est avaler son repas ou avaler de l'eau. Ce n'est pas que ça. En fait, la déglutition à proprement parler, elle protège nos voies respiratoires. Le fait de déglutir, c'est protéger les voies respiratoires de tout ce qui peut rentrer dedans, c'est-à-dire ça peut être effectivement un repas, de l'eau, mais aussi tout ce qui est mucosité, quand vous avez des saletés dans le nez, quand vous déglutissez votre salive, voilà, tout ce qui peut gêner effectivement. Donc on déglutit pour protéger nos poumons. Voilà, ça c'est à quoi ça sert. Donc qui dit déglutition de tous ces fluides dit qu'on peut faire des fausses routes à tous ces fluides. Voilà, donc d'où l'enjeu, parce que effectivement on déglutit des milliers de fois par jour. Qu'est-ce que je peux vous dire à propos de ça ? Effectivement, il y a plusieurs phases dans la déglutition. La première, c'est quand on voit quelque chose qu'on veut manger ou quelque chose que l'on doit déglutir ou quelque chose que, voilà. Donc, normalement, on se met à saliver, on se met tous les sens se mettent à bouger pour se dire, je vais devoir manger ou avaler cette chose. La première phase, c'est ce qu'on appelle la phase orale, c'est ce qui se passe dans la bouche quand on mastique, lorsque c'est des solides, lorsqu'on mastique, lorsqu'on fait passer l'eau au fond de sa gorge, tout ça, c'est la phase orale. Ensuite, on a la troisième phase, la phase pharyngée, c'est-à-dire on lève la base de langue, c'est-à-dire le bout de la langue à l'intérieur de la bouche qui colle au palais et qui fait que tout va basculer dans le cou, dans la glotte, enfin pas dans la glotte parce que la glotte, il y a les cordes vocales, c'est dangereux, mais ça va dans le pharynx et ça va dans l'œsophage pour aller dans la phase œsophagienne, que celle-là, on ne maîtrise absolument pas. L'œsophage, il fait son taf tout seul. Voilà, donc on a ces 4 phases. Où est-ce qu'on peut faire des fausses routes ? Eh bien, à toutes les phases. Malheureusement, c'est ça. C'est-à-dire que on peut être embêté au niveau oral dans la maladie de Parkinson, c'est-à-dire que on peut friser de la bouche. Malheureusement, il peut y avoir des blocages au niveau masticatoire, des blocages de la langue, des blocages au niveau où ça mastique, ça reste bloqué dans la bouche, on n'arrive plus à déglutir, on est bloqué. Ça peut être embêtant parce que on a des stases qui restent bloquées au niveau de la bouche. On peut faire une fausse route à la phase pharyngée quand ça passe à côté ou ça chatouille un petit peu la gorge. Tous les gens qui me disent qu'ils ont des problèmes de blocage, des problèmes de ça chatouille, ça gratte, ça tousse. Tout ça, c'est dans la phase pharyngée que ça pose problème. La phase œsophagienne, c'est encore un autre sujet. Là, c'est plutôt les gastro-entérologues qui travaillent là-dessus parce que nous, malheureusement, vu que c'est une phase qui est complètement
automatique qui est géré par notre système neurologique sympathique. On ne peut absolument pas agir dessus, mais on peut agir sur la bouche et sur le pharynx. Donc ça, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Donc, si vous ressentez des gênes, si vous avez des retards de déglutition, c'est-à-dire que le liquide est passé trop vite, ça vous fait tousser. Si vous avez des sensations de blocage, si vous avez mal quand vous déglutissez, si vous toussez à chaque fois que vous mangez des choses un petit peu trop liquides ou un petit peu trop émiettées, effectivement, il faut faire ce qu'on appelle un bilan. Alors, il faut savoir que le bilan de déglutition, c'est une compétence que nous partageons avec les kinésithérapeutes. Donc, vous pouvez vous rapprocher soit d'un kinésithérapeute, soit d'un orthophoniste. Il faut savoir quand même que les kinés sont un petit peu moins formés que nous sur le sujet parce qu'ils ont moins d'heures, tout simplement. Donc, voilà, vous pouvez toujours demander à votre kiné. Il est possible qu'il ne soit pas formé. Voilà, il faut pas s'en offusquer. Les pauvres, ils ont pas beaucoup d'heures. Je crois que j'avais demandé à mes collègues, ils avaient une dizaine d'heures de cours magistraux sur la déglutition, là où nous, les orthophonistes, on a une trentaine d'heures. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Donc, vous pouvez demander à votre kiné ou à votre orthophoniste et on fait un bilan orthophonique. En quoi ça consiste un bilan orthophonique? En fait, comme on en a déjà parlé sur la première émission, on va faire ce qu'on appelle votre anamnèse, c'est-à-dire on va voir tout ce qui pose problème du point de vue des repas, mais pas que. Quand est-ce que vous toussez? Quand est-ce que vous faites des fausses routes? Est-ce que c'est la nuit quand vous dormez? Est-ce que c'est la journée? Est-ce que c'est pendant les repas? Si c'est pendant les repas, quels sont les aliments qui posent problème? Quelles sont les boissons qui posent problème? On va vous poser plein de questions, on va faire des tests et on va faire des préconisations. Qu'est-ce qu'on peut préconiser? Qu'est-ce qu'on peut adapter? Ça fait partie du bilan qu'on a évoqué en toute première émission. C'est-à-dire que de toute façon, dans un bilan orthophonique, on évoque cet aspect des choses. Exactement. Normalement, les orthophonistes formés, de toute façon, même si vous êtes adressé pour un problème d'articulation, si vous êtes adressé pour un problème cognitif, une orthophoniste, je dis souvent parce qu'on est beaucoup plus de femmes, comme vous le savez, mais l'orthophoniste chez qui vous allez avoir un bilan, normalement, elle va vous questionner sur votre déglutition. Elle va vous dire comment se passent les repas, est-ce qu'il y a des fausses routes. Normalement, on devrait vous questionner à ce sujet. Sentez-vous à l'aise de dire, effectivement, j'ai remarqué que ces derniers temps, je faisais pas mal de fausses routes. Je sais pas, moi, par exemple, avec mon thé du matin ou avec ma biscotte. Il faut savoir qu'on a des aliments. Nous, c'est ce qu'on appelle les aliments à risque. Il y a des aliments auxquels on est plus sensible de faire des fausses routes, mais les personnes lambda y compris. Donc, a fortiori, quand on est plus âgé et avec des pathologies, on fait encore plus de fausses routes avec ces aliments. Les aliments qu'on appelle à risque, il y en a plusieurs catégories. Il y a ce qu'on appelle les fibreux. Les fibreux, c'est tout ce qui est, comme leur nom l'indique, ils font des fibres, ils font des fils. Les haricots, certains haricots verts, quand il y a des petits fils, on n'aime pas trop. Tout ce qui est poireaux, les poireaux vinaigrettes, ça peut être très filandreux, ça peut être difficile à manger. Tout ce qui est blettes ou joutes, ça dépend des endroits, ça a plusieurs noms. Voyez, tout ça, c'est ce qu'on appelle le filandreux. Ça peut être difficile parce que ça fait des filaments dans la gorge. Ça peut être difficile à déglutir. On a tout ce qui s'appelle l'émietté. Les émiettés, c'est tout ce qui, comme son nom l'indique, ça fait des miettes. Donc tout ce qui est biscotte, le pain croustillant, la semoule. Ça, c'est des choses, on sait, qui sont plus difficiles parce qu'il y a des risques d'inhalation, il y a des risques que ça passe à côté parce que ce sont des toutes petites unités de bolus qui peuvent glisser. Le bolus, c'est le bol alimentaire, c'est ce qui est, une fois mastiqué, transformé, c'est comme ça qu'on appelle ce qui passe dans la bouche. La dernière texture à risque, c'est ce que l'on appelle, nous, les doubles vitesses. C'est les fruits juteux. C'est-à-dire que ça a une apparence solide, mais quand vous croquez dedans, c'est liquide. Typiquement, en ce moment, on rentre dans l'hiver. Les clémentines, c'est un exemple parfait de double vitesse. Vous voyez le quartier de la clémentine, c'est solide. Vous croquez dedans, c'est du liquide. Et des fois, ça va un petit peu trop vite et ça fait tousser. Voilà, ça, ce sont les textures dites à risque. Il faut savoir que ce sont des textures qui sont à risque pour tout le monde, mais a fortiori, quand on a des troubles de la déglutition, elles sont encore plus à risque. Bien sûr qu'on ne les interdit pas, mais on fait attention. Donc, Justine, qu'est-ce qu'on fait pour ces... Alors, on arrête les fruits de saison, on arrête les cacahuètes de la terre. Pas du tout. Non. On n'interdit rien. C'est juste, on fait attention. On fait attention et on s'adapte. Donc,
Typiquement, pour tous. Alors, par contre, tout ce qui est filandreux, effectivement. Alors, je dis pas de supprimer les haricots verts, parce que sinon il y en a qui vont être contents. En fait, on essaye de sélectionner des haricots verts qui ne font pas de filaments, ou alors on les coupe pour voir s'il y a des filaments et les enlever. Les poireaux vinaigrettes, si c'est difficile, on évite les poireaux vinaigrettes. Par contre, on peut faire des fondus de poireaux. On s'adapte. Tout ce qui est émietté. Pareil, si vous aimez le pain croustillant, peut-être prendre plus du pain de mie ou éviter que justement préférer le pain qui fait un petit peu moins de cet aspect miette ou si la semoule, vous adorez ça, j'interdis absolument pas la semoule à mes patients. Par contre, préférez la semoule dans du couscous ou mettez des sauces pour qu'en fait ce soit plus compact et que ça évite de se disperser. Quant aux double vitesse, évidemment, on mange des fruits de saison, c'est super bon pour la santé. Par contre, on fait attention et on ne trompe pas notre cerveau, c'est-à-dire que la clémentine, vous pouvez couper les quartiers en deux, comme ça votre cerveau voit le liquide et il sait qu'il va falloir qu'il fasse attention parce qu'il y a du liquide. C'est pareil pour tout ce qui est les fruits d'été, parce que là j'ai parlé des fruits d'hiver, mais les fruits d'été c'est pareil, les melons, les pêches, les brugnons, tout ça c'est très très juteux. Plutôt que de croquer dans le brugnon, coupez-le en quartiers, mettez-le dans un bol, votre cerveau voit le liquide, il se dit attention, il y a du liquide, je vais devoir déglutir plus rapidement. Voilà. Mais ne vous interdisez rien parce que il y a rien de pire que de s'interdire. On s'adapte. Et en parlant d'adaptation, donc il faut savoir qu'il y a, on a 3 postes d'adaptation. C'est-à-dire que l'orthophoniste va vous aider à vous adapter sur 3 choses. Il faut adapter ce qu'on appelle l'environnement. Dans quelles conditions est-ce que vous mangez? Dans quelles conditions est-ce que vous buvez? Si vous faites des fausses routes parce que vous buvez à la bouteille dans votre lit, effectivement, on sait que c'est difficile. N'importe qui boit dans son lit au goulot, on sait qu'il y a plus de risques. Par contre, on peut essayer de boire dans des verres. Nous, ce qu'on préfère, c'est effectivement boire. Alors, de toute façon, maintenant, ça va quand même un petit peu mieux dans tout ce qui est EHPAD et tout. S'il vous plaît, ne mangez pas couché. Il faut manger assis. Si vous mangez couché, vous prenez des risques et c'est bon pour tout le monde. On mange assis. Voilà, c'est une porte ouverte, mais malheureusement de temps en temps il faut le rappeler. Il faut manger assis, il faut éviter les grosses sources de distraction, donc tout ce qui est télé, radio. Je dis pas que c'est interdit, mais on sait que ce sont des sources de distraction. Ça peut être un peu plus difficile. Quand on sait qu'on a des difficultés, on évite de se mettre en difficulté. On éteint la télé, on éteint la radio, surtout si la télé est en hauteur et que ça vous fait lever le nez. Plus vous allez lever le nez, plus vous allez ouvrir les voies aériennes, moins vous allez ouvrir l'œsophage et plus il y a de risques. C'est la même chose quand on boit à la bouteille, effectivement, on ouvre les voies aériennes en ouvrant le cou. Plus vous allez regarder vers le bas, plus... Dites-moi. 2 questions. L'utilisation de la paille. Oui. C'est plutôt bénéfique ou plutôt difficile? Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. La paille, ça peut être une bonne chose. La seule chose, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne tonicité des lèvres, une bonne tonicité labiale. Si vous avez une mauvaise tonicité labiale, en fait, la paille va vous mettre en difficulté. Pareil, si vous avez un retard de déclenchement du réflexe de déglutition, la paille va vous mettre en difficulté parce que le liquide va arriver trop vite dans le fond de votre gorge. D'accord. Et le chaud-froid? Le chaud-froid, c'est mieux. En fait, il faut savoir que il est plus facile de déglutir ce qui est très différencié de notre température corporelle. Donc évidemment, si vous buvez froid, vous en êtes très loin de notre température corporelle, donc qui est de 37, je vous le rappelle, entre 36,5 et 37. Et donc, plus vous allez vous éloigner de cette température, plus ça va être facile pour votre corps de le détecter. Alors bien sûr, dans le chaud, on peut pas aller très loin, sinon vous allez avoir mal. Donc le chaud, on évite moi ce que j'appelle le tiédas, c'est-à-dire le café refroidi. Voilà, ça on évite parce qu'effectivement, ça va être très proche de votre température corporelle, donc moins perceptible par vos papilles, moins perceptible par votre cerveau. Donc on préfère le froid, le chaud, le pétillant. Le pétillant, ça marche très très bien si vous n'avez pas de problème d'aérophagie ou pas de problème de reflux gastro-œsophagien. Ça marche très très bien le pétillant. On peut mettre, si vous ne souffrez pas de diabète, vous pouvez mettre un petit peu de sirop, tout ce qui va permettre de rehausser le goût. Il n'y a rien de pire que tout ce qui est tiède et qui n'a pas de goût. D'accord. Voilà.
Donc du point de vue des adaptations, voilà, on adapte l'environnement, on évite les grosses stimulations, on évite les soucis, on évite de manger couché. Ensuite, on peut adapter notre posture. La posture, donc encore une fois, on mange assis et surtout on évite de tendre le cou. Plus vous allez avoir le cou haut, plus ça va être difficile. Donc voilà, nous on aime bien tout ce qui est les grosses tasses. Vous voyez par exemple, boire dans une flûte de champagne, c'est très difficile parce que vous avez tendance à lever le nez pour réussir à finir votre liquide. Ça, c'est une position qui peut être dangereuse quand on est à risque de fausse route. On va préférer la coupette de champagne comme dans Gatsby le Magnifique. Vous savez, les beaux verres plats, les coupes à champagne. Ça, on préfère. Pareil, plutôt que boire votre espresso dans une toute petite tasse où vous allez devoir, lever le coude et lever le nez, on préfère les tasses où on peut mettre le nez à l'intérieur parce que comme ça, c'est la tasse qui bascule, ce n'est pas votre cou et on a moins de risque de fausse route car moins de risque d'hyperextension. Et enfin, on peut adapter, ça c'est vraiment en dernière intention, on peut adapter les textures. C'est-à-dire que si vraiment tous les ajustements que je vous ai dit tout à l'heure ne fonctionnent pas, qu'il n'y a rien qui fonctionne, on peut adapter les textures. Comment on adapte ? Alors, on peut adapter ce qu'on appelle la viscosité des boissons, c'est-à-dire qu'on peut tout simplement épaissir les boissons. Maintenant, on a des poudres épaississantes qui sont très efficaces, qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui sont faites à base d'algues, à base d'agar-agar. Donc, il n'y a pas de porc, il n'y a pas de gélatine. Enfin voilà, c'est pas de la gélatine de porc, c'est pas de l'amidon de maïs ou de l'amidon de pomme de terre qui fait gonfler le ventre et qui donne mal au ventre. Maintenant, on fait des très bonnes poudres épaississantes qui n'ont pas de goût et qui ne changent pas vraiment l'aspect, c'est transparent. Par contre, effectivement, ça va changer ce qu'on appelle la viscosité, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir de l'eau plate, vous allez avoir de l'eau qui va être un petit peu épaissie, comme un petit peu une texture de smoothie, ou derrière, vous allez pouvoir épaissir un petit peu comme des flancs. Mais ça, c'est vraiment en dernière intention. Et voyez, en toute honnêteté, ça fait 10 ans que je travaille et j'ai dû prescrire des textures type gélatine. J'ai dû en prescrire 2 fois dans ma carrière. Ça fait 10 ans que je travaille. Donc c'est vraiment vous dire que voilà, avec des orthophonistes très bien formés et très informés sur le sujet, avant d'arriver à ces aspects de boisson, il faut vraiment être très très malade. Donc rassurez-vous à ce sujet. Et concernant tout ce qui est aliments, on peut tout simplement couper en petits morceaux, rajouter du lubrifiant, c'est-à-dire du beurre, des huiles. Alors bien sûr, on fait attention à tout ce qui est cholestérol, diabète. Il faut avoir tous les antécédents médicaux, mais c'est justement pour ça qu'on fait des grosses anamnèses très poussées. On lubrifie, on met en sauce, on coupe, on mixe, mais pareil, avant d'être en tout purée, ce qui est quand même souvent malheureusement l'image un petit peu d'Épinal que l'on a de l'EHPAD, c'est le tout purée et la boisson gélatine. Franchement, maintenant, on a beaucoup évolué. Avant d'arriver à ces extrémités-là, il se passe beaucoup de temps. Et il faut être vraiment très malade. D'accord. Il y a des ouvrages qui proposent des menus ou des... Tout à fait. Vous avez, moi j'ai un ouvrage de l'association Luciole qui montre ça pas mal. Malheureusement, je ne la trouve plus, mais peut-être que il y avait une application. Alors vous connaissez sûrement l'application Marmiton pour faire les recettes de cuisine, et on avait l'équivalent qui s'appelait Mixiton, qui était une application de recettes adaptées qui était géniale. Bon voilà, moi je la trouve plus. Je suis sur iPhone et je trouve plus sur iPhone, mais peut-être qu'elle est encore sur Android à vérifier. Maintenant, on commence quand même à avoir pas mal de choses sur tout ce qui est adaptation des repas. Je vous dis, moi j'ai l'association Luciole qui m'a fourni son bouquin qui a été fait avec des chefs. La restauration traditionnelle commence un petit peu à s'intéresser au sujet aussi. Maintenant sur Internet, vous trouvez des choses un peu plus faciles et qui sortent un petit peu du tout puré. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions à propos de la déglutition ou vous voulez qu'on passe à la salivation ? Dites-moi. J'ai une question, il m'est arrivé. Dites-moi. Il m'est arrivé, étant parkinsonien, il m'est arrivé d'avoir des problèmes de déglutition. Mais c'est-à-dire que là, c'est la voie de la respiration qui est bouchée par quelque chose qui ne passe pas. Là, je pense qu'il est peut-être pas inutile, dans la mesure du possible, si c'est proposé à certains, c'est de faire un petit stage de secourisme pour pouvoir intervenir à propos en cas de difficulté de respiration.
Oui, tout à fait. Et c'est une très très bonne question. Merci de la poser. Ce qui fait très peur dans la déglutition, c'est donc la fausse route occlusive, la fausse route où on n'arrive plus à respirer. Rassurez-vous, c'est rare. Alors, il faut savoir quand même ce qu'il faut faire en cas de problème, et je vais vous le dire tout de suite. Il y a 2 choses à savoir. Première chose, vous faites une fausse route, vous avez du mal à respirer, mais il y a du bruit. Tant qu'il y a du bruit, c'est OK. Vous aidez la personne, vous lui dites « tout va bien ». Continue de respirer. Tous, ça va aller. Vous ne pouvez rien faire d'autre, malheureusement. Mais tant que vous entendez ce petit bruit, c'est OK. Ça va bien se passer. Il y a de l'air qui passe. C'est bon. Vous rassurez la personne. Vous lui touchez le dos. Vous lui dites, continue de tousser. Ça va aller. Je suis avec toi. Il n'y a rien d'autre à faire. OK? Et il faut dédramatiser. Ça va aller. Par contre, ça peut arriver. Il faut savoir quoi faire et être très rapide. Si vous voyez que la personne devient bleue et que vous n'entendez plus de bruit, là, il faut agir très vite. Il faut faire la manœuvre de Heimlich. La manœuvre de Heimlich, vous prenez vos poings, vous les mettez sous le sternum et vous faites une virgule. Très fort, très vite. Vous cassez une côte s'il faut. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les secouristes. Il faut aller très vite et il faut faire très fort. Une virgule vers le haut, sous le sternum. Ça, c'est si vous pouvez entourer la personne de vos bras. Si la personne est alitée ou si elle est par terre, vous vous mettez dessus, vous l'enjambez, littéralement. Pareil, les 2 points et vous faites une virgule vers le haut sous le sternum. Voilà. Et ce, jusqu'à ce que la personne crache et que vous entendiez le bruit, le fameux. Voilà, ça c'est OK. Vous faites ça jusque ça. Bien sûr, vous appelez les secours en même temps ou quelqu'un appelle les secours pendant que vous faites la manœuvre, mais il faut absolument faire ça. Donc, je récapitule. Si vous entendez du bruit, c'est OK, vous soutenez la personne. Si vous n'entendez pas de bruit, vous faites la manœuvre de Heimlich. OK? D'accord, très bien. Il nous reste l'hypo et l'hypersalivation. Exactement. C'est un problème fréquent chez les Parkinson. Exactement. On a souvent des problèmes de salivation, hypersalivation, trop de salive, hyposalivation, pas assez de salive. Il faut savoir que souvent, l'hypersalivation, plutôt que de l'hypersalivation, c'est plutôt que vous oubliez de déglutir. Alors vous oubliez, c'est pas que vous oubliez volontairement, c'est que la maladie de Parkinson, encore une fois, elle enlève les automatismes. Déglutir, c'est automatique. Donc, il y a des déglutitions automatiques qui sont oubliées par le corps. Donc, la première chose à faire quand on a trop de salive, c'est se dire, est-ce que je pense à déglutir? Si la réponse est oui, c'est qu'il y a un autre souci. Mais si la réponse est non, en fait, on va faire comme pour la LSVT. On va se mettre des papiers, se mettre des petits pense-bêtes et se dire, je pense à déglutir, tout simplement. Par exemple, à chaque fois que j'arrête de parler, je pense à déglutir. Vous voyez, là, je me tais, je déglutis. Ça peut être des moyens pour calmer l'hypersalivation. Ça, c'est quand vous pensez pas à déglutir. Si vous pensez à déglutir... C'est très efficace. C'est très efficace. Voilà. Si vous pensez à déglutir, mais qu'il y a quand même trop de salive, il faut se questionner sur les traitements, parce que certains traitements font saliver. Donc, il faut aller voir le neurologue, il faut aller voir votre médecin, et il faut voir s'il n'y a pas un souci au niveau du traitement. Il y a aussi des exercices à faire tous les jours avec la langue sur comment je déglutis, comment je fais en sorte que ma langue récupère toute la salive. Ça, c'est très, très important et c'est vraiment des exercices à mettre en place tous les jours. Enfin, malheureusement, si tout ça ne fonctionne pas, il peut y avoir des interventions, notamment, alors il peut y avoir des patchs, je me rappelle plus du nom du patch exactement, mais il y a une molécule que l'on place sur le cou qui permet aux glandes salivaires, qui endort en fait les glandes salivaires et qui permet de moins saliver. Bon, voilà, ça, on sait que ça existe, c'est possible si vraiment rien ne fonctionne. Et vraiment, si rien de tout ça n'a fonctionné, mais vraiment ça c'est quelque chose d'extrême, on peut brûler certaines glandes salivaires par un acte chirurgical. Évidemment, c'est un acte de dernier recours. Quant à l'hypocyanurée, le fait de ne pas avoir beaucoup de salive, malheureusement ça arrive, ça les 3/4 du temps, c'est des soucis de traitement. C'est certains traitements qui assèchent la bouche. Plusieurs possibilités. Pensez à boire plus souvent. Pensez à vraiment vous hydrater la bouche. Les soins de bouche, vraiment, j'ai pas le temps de m'étaler là-dessus, mais c'est super important. Brossez-vous les dents, faites des rinçages de bouche. Hyper important de maintenir une hygiène bucco-dentaire impec. C'est très très important pour le reste. Et il peut y avoir pour l'hypocyanurée des sprays buccaux. Alors souvent, je crois que les derniers qu'ils ont sortis, c'était goût cerise, où effectivement vous pouvez vous mettez 3 petits coups de spray sur la langue et ça permet d'avoir la bouche un peu plus humectée.
Et attention aux mucites. Faites vérifier vos bouches, faites vérifier vos langues. Attention aux mucites, attention aux mycoses. Ce sont des atteintes des gencives. Demandez, voilà, vraiment l'hygiène bucco-dentaire. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais c'est super important. Ayez des rendez-vous dentaires, dentistes réguliers et faites regarder votre bouche par l'orthophoniste, par votre médecin, par votre neurologue. Important. Voilà. Merci Marie-Justine. On se retrouve pour parler du visage. Très bien. C'était quelque chose. Et voilà. Alors, tu sais ce que j'en ai retenu, moi, Gérard? Oui. Au niveau des fausses routes, le cul sec, c'est pas recommandé. Il apporte une pointe d'humour dans cette émission, mais ça, c'est vachement bien. T'as bouffé un clown aujourd'hui, Francis. Ah, j'ai pas été à Monte-Carlo, pourtant. Ah, le festival du cirque de Monte-Carlo avec la princesse Grâce de Monaco. Rappelez-vous, c'est si magique, cette femme. Et le prince régnier. Bref, Francis, as-tu des questions à me poser? Oui, sait-on comment est arrivée cette maladie de Parkinson? Comment quoi? Qu'est-ce qui provoque la maladie de Parkinson? Actuellement, il y a des gènes, bien entendu, qui peuvent provoquer la maladie de Parkinson, mais surtout, ce qui est pointé du doigt depuis de nombreuses années, ce sont les pesticides. Il faut savoir que tous les agriculteurs, tous les maraîchers en France, qui ont un métier avec la terre, qui sont atteints de la maladie de Parkinson, sont pris en charge à 100% en tant que maladie professionnelle. Donc les pesticides, oui, sont pointés du doigt et ils sont responsables. Donc il y a 2 régions en France qui sont réputées, si je puis dire ainsi, c'est pas une réputation, mais les pourcentages sont flagrants. C'est la région de Cognac et la région de Bordeaux, 2 régions qui sont inondées par le vignoble et on a utilisé à outrance des pesticides sans le savoir, parce que ceux qui les utilisaient risquaient aussi d'attraper et devenir parkinsoniens ou parkinsoniennes. Donc, les pesticides, je maintiens ce que je dis. Donc, il faut rester chez soi. Et ça passe partout, les pesticides. Le vignoble de Bordeaux, il fait 95 000 hectares. Il faut comprendre que quand on traite la vigne, même si les produits ne sont plus les mêmes qu'il y a 20 ans, 30 ans ou 40 ans, aujourd'hui, on sait qu'il y a 270 000 cas de patients atteints de la maladie de Parkinson et que chaque année, il y a 25 000 cas en plus, alors que l'on dit qu'on a réduit l'utilisation de toutes ces cochonneries qu'on nous fait respirer et qu'on nous fait manger. Eh bien, écoute, moi, je te propose de rester à la maison, comme la chanson. Français, Francis. Oui, dis-moi, Gérard, quels sont les traitements qu'on peut avoir avec la maladie de Parkinson et est-ce qu'il en existe des nouveaux? Alors, les traitements qui sont... Alors, tout d'abord, il faut savoir que c'est un manque de dopamine. Donc, c'est des traitements à base de dopamine en fonction de son avancée dans le temps. Vous avez des dosages à respecter. Le seul problème de la dopamine, c'est qu'au bout d'une dizaine d'années, elle n'est plus efficace. Donc, il faut trouver d'autres molécules. Donc, cette dopamine a été découverte dans les années 60 par un chercheur américain. Il y a un très beau film qui s'appelle L'éveil. Je vous conseille de le regarder sur les box ou sur les structures de télévision qui proposent des films. C'est un film qui a une trentaine d'années, qui est passé inaperçu avec Robin Williams et Robert De Niro. C'est tout à fait magnifique. Éveil. Robert De Niro est magistral dans ce film. On le retrouve en prise avec la maladie et vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc oui, Francis, il faut être prudent, il faut faire attention. Ensuite, il y a le Cifrol qui est utilisé en compagnie Attends, je vais y arriver aujourd'hui, je bégaye. Excusez-moi, mes chers amis auditeurs, je bafouille. Ça, c'est l'émotion, c'est l'adrénaline. Parkinson, quand on le titille un peu, il réagit. Donc je disais la dopamine, la L-dopa, ou le Cifrol. Tout en sachant que ces médicaments ont des effets secondaires dont il faut faire très attention, notamment des effets secondaires sur les envies de jouer à des jeux de grattage, des pulsions sexuelles. Donc il faut être prudent. Suivez scrupuleusement les indications de votre médecin et tenez-le au courant lorsque vous êtes en début de traitement pour que les
petite pilule que vous prenez, c'est pas contraignant. Il y a 3 cachets par jour à des dosages différents en fonction de l'avancée de la maladie et ce que le neurologue aura déterminé comme dosage. Donc oui, il y a des traitements, mais pas contre la maladie, mais contre les effets de la maladie. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des avancées depuis quelques temps là? Oui, alors on parle beaucoup de l'IA, de l'intelligence artificielle. Il y a un traitement américain qui doit sortir normalement au mois de décembre. Si mes souvenirs sont bons, je ne sais plus quel est le laboratoire qui fabrique cette molécule. Maintenant, reste à savoir si elle va être commercialisée en France. Elle a eu l'AMM, l'autorisation de mise sur le marché. Les résultats sont concluants, mais c'est américain. Alors, comme on ne sait pas ce que le président Trump est capable de faire ou de ne pas faire, donc je reste très prudent par rapport aux médicaments venant des États-Unis d'Amérique. Ouais, c'est à souhaiter qu'il attrape lui. Oh non, on va pas lui souhaiter ça, même si on ne l'aime pas. Ah bon, on l'aime pas, les gens l'aiment pas. Ça. Le maroilles. Alors, donc, il y a quelques avancées pour 2025-2026. Il y a de l'espoir, Gérard. Il y a de l'espoir, effectivement, puisque les malades, surtout les malades jeunes, ont de l'espoir à avoir parce que on peut mettre des électrodes à l'intérieur du cerveau. Ce sont des interventions que l'on ne fait pas sur des sujets qui ont plus de 70 ans. Voilà. Donc pourquoi, je n'en sais rien. Il y a de bonnes raisons, mais je ne sais pas lesquelles c'est. Seul un médecin pourrait y répondre, ou un neurologue, ou un spécialiste. Alors, il y a eu des avancées qui ont été faites au niveau de l'Institut Pasteur. Oui. Ouais. Une protéine. Oui, qu'est-ce que ça... J'ai pas suivi, là. La protéine asinucléine. Oui, ça ne me dit rien. Je ne peux pas répondre à la question, mon petit Francis. Je n'étais pas au courant que l'Institut Pasteur avait trouvé quelque chose. Enfin, je n'ai rien lu, moi, dans ce sens. Il va falloir alerter notre inspecteur Olivier. Oui, bon, on ira chercher. Et c'est promis, la prochaine émission au mois de décembre, on va pouvoir répondre à la question que Francis vient de me poser. Effectivement, il peut y avoir des évolutions quotidiennes avec les chercheurs, mais le temps que l'information soit reprise, que l'information soit dévoilée, soit diffusée, ça prend du temps. Et il faut savoir que en matière médicale, pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché, c'est des années d'essais, de contrôle, de vérification sur des patients. Et c'est seulement au bout de, je crois que c'est une dizaine d'années que l'on obtient l'autorisation de mise sur le marché. Voilà, donc Alors, une petite information supplémentaire sur l'étude réalisée à l'Institut Pasteur. Cette protéine, l'asinucléine, est présente chez les malades sous une forme mal repliée qui s'agrège dans le cerveau et pourrait ainsi être à l'origine de la mort neuronale. Je ne connais pas. Voilà. Alors je sais qu'il y a des essais qui ont été faits sur une molécule qui était utilisée dans un médicament qui était à l'origine utilisé pour soigner le diabète. Je sais que c'est le laboratoire Sanofi qui détient cette molécule, mais je n'en sais pas plus. Je sais que les essais sont en cours à Toulouse, en Haute-Garonne. Et est-ce qu'on a des nouvelles de celui qui avait été implanté, là, le Suisse? Oui, tout à fait. Donc à Lausanne, en Suisse, oui, avec l'équipe de Bordeaux en même temps, par télétransmission. Oui, ce monsieur va très bien, il va bien, il n'y a absolument aucun problème. L'opération a été un franc succès, mais il y a pas mal de personnes se font opérer, et surtout les jeunes, puisqu'on a l'habitude d'imaginer que la maladie de Parkinson est une maladie de personnes âgées. C'est faux, c'est archi faux. Il y a de plus en plus de jeunes qui ont cette maladie et qui attrapent cette maladie et qui développent cette maladie. Il n'y a pas besoin d'avoir 70 ans pour attraper la maladie de Parkinson. Aujourd'hui, une bonne partie des Parkinsoniens et des Parkinsoniennes sont des sujets jeunes, entre 35 et 50 ans. Alors on le redit, amis auditeurs, si vous connaissez des Parkinsoniens, si quelqu'un a envie de témoigner, nous sommes à votre disposition à la radio, au 4 rue Saint-Romain à Sauveterre de Guyenne, ou au 05 56 61 10 85.
Oui, très bien Francis. Écoutez, il n'y a absolument aucun problème. Je vais vous donner également un autre numéro de téléphone qui est le mien. Si vous voulez échanger, si vous êtes parkinsonien, parkinsonienne, je vous donne mon numéro, le 06 79 51 83 36. Et comme dirait un célèbre chroniqueur du téléshopping, qui arrête là dans pas longtemps, oui. On va chercher le bon crayon. Celui, vous savez, qui est dans les toilettes, là, avec le Sudoku là, de Sud-Ouest. Oui, tu as raison, Francis. Ça y est, ils sont revenus. C'est toi. Donc, si vous n'avez pas noté mon numéro, 06 79 51 83 36, Gérard Beau. Alors, Gérard, on va marquer notre dernière pause. Oui. Et puis, on se retrouve après. Allez, on y va, une dernière pause retourne musicale. aux toilettes, rapporter le Sudoku. Dans votre émission Espoir sans tremblement, nous resaluons bien entendu Emmanuel Godmet, le président fondateur de l'association Parkinson Vivre et Travailler. Tu devais donner le numéro de téléphone, Gérard. Oui, le mien, je l'ai donné, oui. Mais t'as donné le tien, mais pas celui de Non. de l'association. L'association. On peut le donner Dans un moment. Oui, dans un moment. Dis-moi, Gérard, est-ce que cette maladie est prise en charge? Et quoi? Est prise en charge? Oui, absolument. Elle est prise en charge par la... Parce que là, il faut renseigner nos auditeurs. Oui, elle est prise en charge par les mutuelles également. Et une nouveauté, puisque la première mutuelle en France qui prendra en charge les remboursements de ce que la Sécu ne fait pas, c'est la mutuelle MIASC, M-I-A-S-C, qui en début d'année aura donc une mutuelle spécialement adaptée pour les Parkinsoniens et les Parkinsoniennes. Ils ne paieront pas plus cher que d'autres patients ou d'autres personnes valides. Cette mutuelle est vraiment géniale, elle est à Cadojac. Pour les fameuses actions... Pardon? C'est pour ces fameuses actions qui ne sont pas remboursées. Exactement. Par exemple, tout ce qui est médecine parallèle, les INM, les interventions les INM, non médicamenteuses, voilà. Eh bien, la MIASC prendra en compte une participation pour le remboursement. Parce qu'il faut dire que pratiquement toutes ces interventions annexes ne sont pas prises en charge. Non, absolument pas. Mais eux, la MIASC, prennent en charge toutes les interventions non médicamenteuses qui sont validées par la science. Voilà. Parce qu'on ne va pas rembourser n'importe quoi, n'importe qui, n'importe comment. Il faut savoir si le remboursement de cette participation, c'est pas des traitements, c'est des compléments, c'est parallèle à un traitement, et ça permet de continuer son traitement normalement. Par exemple, la méditation en pleine conscience, par exemple le ping-pong, par exemple la danse. Eh bien oui, il y a une mutuelle qui va rembourser les frais engagés pour que vous puissiez être remboursé de ces côtés. Alors, la danse, bien entendu, on va pas vous rembourser un CD, mais on va vous rembourser l'abonnement, par exemple, à un club de danse. Une licence. Pareil pour le ping-pong, vous allez dans une salle municipale ou une salle privée, vous avez un abonnement, eh bien, ça jouera sur le prix de l'abonnement. Donc, il y a des mutuelles qui sont intelligentes et qui traitent l'humain avant de traiter le pognon. Mais ça, c'est pas beaucoup et ça fait plaisir à entendre. Alors, cette avant-veille de Noël, Gérard, est-ce qu'il y a on peut se faire plaisir au niveau nourriture avec la maladie de Parkinson? Complètement. Bien entendu, il ne faut pas vous isoler au niveau d'un repas parce que vous faites des fausses routes. On l'a vu tout à l'heure avec la déglutition. Prenez surtout des choses tendres. Je vais prendre un exemple de la viande telle qu'elle soit. Tapez dans le filet parce qu'il y a toujours le risque d'avoir un morceau un peu dur, un peu filandreux et qui va vous poser des problèmes. Prenez dans le filet, c'est un tout petit peu plus cher, bien entendu, mais surtout, une fois qu'il est cuit comme vous le voulez, à votre façon, eh bien, vous le coupez dans des petits morceaux qui représentent une bouchée. Donc, c'est important. Et puis, rien ne vous empêche de manger de la choucroute, du cassoulet, à partir de... La choucroute, fausse route avec le chou, non, ça risque d'être un peu délicat. Il faut le couper. Ouais. Il faut le couper en petits morceaux. Le cassoulet, un haricot de travers, et paf! Bien mastiqué surtout. Bien imbibé de sauce. On vous l'a dit, si vous prenez une biscotte, si elle n'est pas imbibée, elle risque de vous racler et de prendre le trou des beignets, comme on dit chez moi en Franche-Comté. Non, vous pouvez manger normalement. Surtout, ne vous inquiétez pas. C'est désagréable, ça peut être spectaculaire parce que la personne peut avoir une gêne vraiment inconfortable.
elle sort de table et puis elle règle le problème tranquillement, en surtout ne paniquant pas, et c'est ça qui est important. Mais il existe aussi des petits aspirateurs spécialement adaptés pour les personnes qui ont des problèmes de déglutition. Vous mettez le tube dans la bouche et vous aspirez. Vous récupérez la nourriture qui s'était trompée de côté, tout simplement. Et pour les fausses routes, le meilleur GPS, c'est le sérieux. Exactement. Et coupez bien les morceaux en petits. Et qu'ils soient cuits suffisamment pour ne pas être trop dur, excusez-moi, ou trop filandreux, ou trop sec. Préférez une cuisse de poulet à l'aile. L'aile, elle est beaucoup plus sèche. La cuisse, elle est plus gélatineuses, elle est plus grasse, elle est plus facile à manger. Eh bien, écoute, sur ces bonnes paroles, Gérard, on va se dire au mois prochain. Au mois prochain, on vous souhaite en tous les cas à toutes et à tous un bon week-end. Et au complet, Nous sommes aujourd'hui le lendemain. C'est aujourd'hui la sortie du Beaujolais nouveau. Oui. À consommer avec modération. Hein. Bien sûr, Gérard. Alors, le lendemain de la sortie du Beaujolais nouveau, dans les caniveaux lyonnais, le vomi sentait la banane. Bisous câlins. Espoir sans tremblement. Une émission sur la maladie de Parkinson qui se veut empathique, bienveillante et surtout pleine d'espoir. Tous les 3e jeudis du mois de 14h à 15h sur le 98.4 FM et sur re2m.org.